Bonjour à tous. Dans cette séance, je parle de la convergence faible dans les espaces vectoriels normaux. Cette notion est étroitement liée au grand théorème de l'analyse fonctionnelle et vous allez voir que nous allons utiliser aujourd'hui certains corollaires du théorème de Banach, mais on utilisera aussi le théorème de Banach-Steinhaus pour justifier certaines propriétés, une propriété pour le théorème de Banach-Steinhaus, et deux fois on va utiliser le théorème de Banach. Alors on y va tout de suite. Avant de donner la définition de la convergence simple, je rappelle que la convergence que l'on connaît sur un espace vectoriel normé, c'est la convergence à l'aide de la norme. Xn converge vers x, qu'on note comme ça veut dire que limite de xn moins x en norme égale 0. Ça, c'est une limite d'une suite dans R, donc on connaît ce que ça veut dire. Inutile de rappeler la définition. Alors cette convergence, on l'appelle la convergence en norme, mais aussi on peut l'appeler la convergence forte. C'est ce qui justifie le nom pour cette nouvelle convergence, que la convergence faible. Une suite xn est dite faiblement convergente si f de xn tend vers f de x, quel que soit f appartenant à prime. Et pour la notation, moi je préfère cette notation xn, flèche x, avec un w qui veut dire l'abréviation de x, si vous voulez, faible en anglais, ou bien xn avec cette moitié de la flèche vers x. Je préfère cette notation, elle est beaucoup plus claire. Alors elle est plus faible parce que la convergence forte implique cette convergence faible, évidemment, comme nous allons voir dans la propriété qui va suivre. Alors, pas dans cette propriété, je m'excuse, mais dans une autre propriété. Alors, commençons d'abord, parce que quand on parle de convergence, il faut toujours, on se pose la question, est-ce qu'on peut avoir deux limites? À ma connaissance, en analyse, on n'a jamais vu une convergence avec deux limites. Et aussi pour la convergence faible, la limite est unique. Alors ça, c'est très important. Vous allez voir que ce qui va nous montrer, nous aider à le montrer, c'est justement un corollaire du théorème de Banach. Le deuxième point, si xn converge faiblement vers x, toute sous-suite de xn fait la même chose, c'est-à-dire elle converge vers ce même x. Et si xn converge faiblement vers x, la suite norme de xn est bornée. Attention, on ne dit pas qu'elle converge, elle est bornée. Vous savez, si xn converge vers x en norme, norme de xn converge vers norme de x. Mais là, on a juste qu'elle est bornée. C'est déjà pas mal. Alors, montrons ces trois points. Donc, alors, pour ce qui est de l'unicité, donc, je suppose que xn converge faiblement vers x et aussi vers y. Alors, cela veut dire, d'après la définition, que f de xn converge vers f de x, quel que soit f dans E', et f de xn converge vers f de y, quel que soit f dans E'. Alors, si je fixe le f, on a une même suite qui converge à la fois vers f de x et f de y. Donc, d'après ça, ce sont des convergences dans le corps C, sur lequel est muni E, ou bien R, si c'est sur le corps R. Et dans R ou C, la limite, quand elle existe, limite normale pour la valeur absolue dans R et le module dans C. Donc, la limite est unique. Donc, f de x égale f de y pour un f quelconque. Ce qui veut dire, on a cette propriété-là. Et rappelez-vous ce que nous avons vu, le corollaire, on n'a pas vu, mais il est là, on a sous les yeux, le corollaire de Banach qui dit que E' sépare les points. Quand on a un espace, évidemment, non réduit à 0, parce que sinon, il n'y a qu'un seul point. Il n'y a rien à séparer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire séparation des points? Ça veut dire si x est différent de y, on peut trouver une forme linéaire pour laquelle g de x est différent de g de y. Ou bien, en prenant la contraposée, ça veut dire que si les formes linéaires, toutes les formes linéaires coïncident, leurs valeurs coïncident sur x et y, alors
x égale à y. C'est ce qu'on a ici. Nous avons dit que on trouve que f de x égale à f de y, quel que soit f dans le prime, donc x égale à y. Donc, comme on vient de le voir, on a utilisé un corollaire du théorème de Hambana qui, en résumé, veut dire E' sépare les points. Pour la deuxième propriété, rappelez-vous, on a dit que si x phi de n est une suite de xn, et si xn converge faiblement vers x, alors cette suite extraite également converge vers le même x. Pour la raison très simple, quand vous avez une suite extraite de la suite xn, f de x phi de n est aussi extraite de f de xn. Et comme f de xn converge vers f de x, quel que soit f appartenant à prix, car nous avons supposé que xn converge faiblement, regardez, au départ de la proposition, on suppose que xn converge faiblement. Alors, cette suite extraite de celle-ci va converger vers la même limite, suite extraite dans le corps C ou R, pour extraite d'une suite qui converge vers un élément, elle converge aussi vers le même élément, et ceci est vrai pour tout f dans le dual. Ainsi, nous avons la propriété numéro 2. Pour la propriété numéro 3, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on veut? Sous la même hypothèse, xn converge faiblement vers x, nous allons montrer que la norme d'xn est une suite bornée dans R plus précisément. Alors pour cela, je voudrais vous rappeler cette application J, cette application canonique de E dans le bidual. Donc nous allons voir un rappel bref sur cette notion. Alors nous avons vu cette application J quand on a défini la réflexivité. Alors, en résumé, G, c'est une application de E vers le bidual qui à x fait correspondre J de x. Et c'est quoi J de x? C'est cette application qui à f fait correspondre f de x. Du dual vers le corps K, R ou C. Voilà J. Alors, qu'est-ce qu'on a appris sur cette application J? Que c'est une application linéaire, continue, injective de E dans le bidual. Et c'est satisfait, ça ce qui va nous intéresser, satisfait la norme de cette application linéaire J de x de E vers le bidual. Sa norme, c'est la norme de x, c'est-à-dire qu'elle est isométrique. Et donc si on considère l'application de E sur son image, donc à ce moment-là, ça devient un isomorphisme isométrique de E sur J de E. Et ce n'est pas toujours sur le bidual. Lorsque J est est surjective, à ce moment-là, ce sera un isomorphisme isométrique de E sur le bidual. Et c'est dans ce cas qu'on dit que E est réflexif. Bon, ce qui nous intéresse, c'est la définition de l'application et qu'elle vérifie cette norme de J de x égale norme de x, et que c'est une application injective de E dans le bidual, donc linéaire, injective, isométrique. Nous allons revenir au texte. Bon, donc, toujours, nous sommes dans la preuve de la proposition. Au départ, quelle était l'hypothèse? C'est que xn converge faiblement vers x. Ça veut dire que f de xn converge vers f de x pour toute f dans le dual. Et notamment, elle est bornée, parce qu'elle converge, elle est bornée. Donc, pour un f fixé, ceci est borné. Donc, il existe une constante cf, telle que f de xn est inférieur ou égal à cf, quel que soit n appartenant à n. f de xn en module, évidemment. Bon, alors, je vais considérer la suite j de xn, avec cette application que je viens de rappeler, j de xn. J de xn, donc c'est un élément, c'est une suite dans le bidual. Ce sont des formes linéaires sur le dual. Forme linéaire continue, donc ce sont des éléments du bidual. J est une application injective canonique, etc. Et sa définition, nous l'avons rappelé, donc Jx de f égale f de x. Donc ici, J de xn appliqué à f donne f de xn, quel que soit f dans E'.
nous avons vu que la norme de J de Xn est égale norme de Xn. Alors, pour montrer ça, une deuxième fois, on peut le rappeler, c'est on peut utiliser aussi un corollaire du théorème de Hahn-Banach. Norme de Jxn, c'est quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? C'est un élément du bidual, donc c'est une forme linéaire sur le dual. Donc, sa norme, c'est le sup des images de tous les f qui parcourent le dual, mais dans la bonne unité. J de xn appliqué à f. Mais ça, par définition, c'est f de xn. Et donc, on trouve ceci. Or, d'après un corollaire du théorème de Hahn-Banach, ceci est égal à la norme de xn. Alors, je vais mettre beaucoup de liens dans la description, notamment le lien où on a tous ces corollaires de Hahn-Banach. Celui que nous venons d'utiliser tout à l'heure pour justifier l'unicité, E' sépare les points, et ce corollaire du théorème de Hahn-Banach. Alors nous aurons besoin aussi du théorème de Banach-Steinhaus pour compléter notre démonstration qui n'est pas encore finie. Alors, comment on va appliquer? Alors, on va considérer des formes linéaires sur E'. C'est cette suite de formes linéaires. E' est un Banach, parce que c'est un dual. Rappelez-vous, un dual, c'est l'ensemble des applications linéaires L de E vers C ou R. Et puisque C ou R est complet, donc E' est un Banach. Donc c'est une suite de formes linéaires sur E' qui est un Banach, qui est bornée ponctuellement, c'est-à-dire on a cette propriété-là, implique ceci pour... voilà, on n'a que recopié cette relation puisque la définition de J de Xn de F, c'est précisément f de Xn. Donc on a cette propriété-là. Et par conséquent, d'après le théorème de Banach-Steinhaus, il existe une constante qui, si vous voulez, majore uniformément par rapport à F toutes les normes J de Xn. Donc on a ceci quel que soit n. Mais ceci, comme on vient de le dire tout à l'heure, c'est norme de Xn. Et par conséquent, la suite norme de Xn est bornée par cette constante C. Bon, donc ça finit la démonstration de la proposition précédente, proposition numéro 1. Alors, maintenant, le cas spécifique des espaces de Hilbert. Alors, pourquoi on peut... La définition, c'est la même, mais ici, on sait, donc je répète, dans un espace de Hilbert. Donc, les formes linéaires sur un espace de Hilbert sont connues par le théorème de Ries. Elles sont toutes de la forme, si vous voulez, je peux mettre ici un L de A. Il existe A appartenant à H tel que la forme linéaire est de cette forme. Évidemment, s'il y a une autre forme linéaire, ce n'est pas toujours le même A. Pour chaque forme linéaire, il y a un A qui lui correspond. Donc, dans la définition de la convergence faible, nous avons f de xn converge vers f de x. Or, les formes linéaires, puisqu'elles sont toutes de cette forme, donc dire que xn converge faiblement vers x dans h, ça veut dire que produit scalaire xn a converge vers produit scalaire xa. Quel que soit a. Quand je dis quel que soit appartenant à h, ça veut dire quel que soit la forme linéaire associée à A, L de A, et les seules formes linéaires qui existent sur H sont de ce type-là, évidemment. Voilà donc pourquoi la convergence dans les espaces de Hilbert, sa définition, elle est beaucoup plus claire, nette et plus simple. Proposition numéro 2. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé que la convergence forte, c'est-à-dire en norme, implique la convergence faible. Voilà le point que nous allons démontrer dans cette proposition numéro 2. Et que la réciproque est fausse, c'est-à-dire la convergence faible n'implique pas la convergence en norme. Sinon, pourquoi on l'appellerait d'un autre nom au lieu de dire la convergence tout court? Et par contre, dans les espaces de dimension finie, et ça c'est le point petit c, les deux convergences coïncident. La convergence en norme est équivalente à la convergence
faible. Ça aussi, on va le démontrer. Alors, regardons la preuve. Alors, pour la première propriété, la convergence en norme implique la convergence faible. Si Xn converge en norme, si vous prenez une application dans le dual, une forme linéaire dans le dual, elle est continue. Donc, Xn tend vers X implique f de Xn converge vers f de X. Ceci pour f quelconque dans le dual. Et donc, on a la convergence faible. Est-ce que c'est ça justement la définition de la convergence faible? Montrons maintenant la propriété B, c'est-à-dire la réciproque de cette implication est fausse. Si Xn converge faiblement vers X, on n'a pas forcément la convergence en norme vers X. Alors pour cela, nous allons donner, si vous voulez, un contre-exemple dans un espace vectoriel normé. En principe, je devais donner l'exemple le plus simple, qui est ici, le cas de la base hilbertienne canonique dans L2, l'espace des suites de carrés sommables. L'élément, la suite En, qui est la base hilbertienne canonique. Alors ça aussi, on a déjà parlé de la base hilbertienne canonique. J'ai fait toute une vidéo là-dessus pour montrer que c'est bien une base hilbertienne. Donc je laisse le lien aussi dans la description de cette vidéo que nous sommes en train de faire. Alors, En converge faiblement vers la suite nulle, mais la convergence ne converge pas. Et je vous le laisse ici comme exercice si vous voulez le faire. Alors, je vais donner un exemple un peu moins évident dans l'espace C0, l'espace C0 des suites. Donc, je considère l'espace des suites qui convergent vers 0. Bon, c'est un sous-espace vectoriel de L infini. L infini est muni de cette norme sup et C0 hérite de cette norme puisqu'il est inclus dans L infini et il est un espace de Banach dans L infini. Ce qui veut dire un espace de Banach tout court. Et donc, ça veut dire qu'il est fermé dans L infini. Alors, la suite que j'utilise, c'est la même suite dont je vous ai parlé dans L2, c'est-à-dire la suite dont tous les termes sont nuls, sauf celui qui se trouve au rang numéro 1, le nème terme, il vaut 1. Alors, cette suite, je dis qu'elle converge vers la suite nulle, mais elle ne converge pas. Regardons pourquoi. Tout d'abord, je dois rappeler que le dual de C0 est isomorphe à L1. Ça aussi, c'est une vidéo que j'ai déjà faite sur cette même chaîne, donc je vais vous laisser le lien dans la description pour voir ce résultat. Alors, tous les éléments du dual de C0 sont identifiables à un élément A de L1. En effet, le résultat que nous avons montré, c'est toute forme linéaire sur C0, c'est-à-dire un élément de C'0. Pour tout élément dans ce dual, il existe un A appartenant à L1 tel que L de X est de cette forme, sigma de xk ak. Les xk sont les composantes de la suite X qui est suite dans C0, et les AK sont les composantes de le A. Et on a construit un isomorphisme qui identifie L avec le A qui lui correspond. Bon, donc maintenant, si je prends une forme linéaire sur C0, elle est de cette forme-là, pour un certain A donné de L1. Donc, alors, on a L de L1 avec cette écriture, sera quoi? Ici, les composantes de L, c'est quoi? Nous avons dit qu'elles sont toutes nulles, sauf celui qui se trouve au rang petit n qui vaut 1. Donc ici, on aura 1 que multiplie AN, c'est-à-dire AN. Et cette suite, ça tend vers 0. Et 0, c'est L de 0. Alors attention, ici c'est le 0 dans C0, et ici, c'est le 0 dans C, ou le corps sur lequel est muni C0. Donc, en général, quand on dit rien, c'est C. Donc, ce n'est pas le même 0. Ici, c'est la suite nulle. Donc, N converge vers la suite nulle. Puisque ceci est vrai pour toute forme linéaire, L de En converge vers L de 0. Alors, vous allez dire, pourquoi L de 0 égale 0? Parce que c'est une forme linéaire. Parce qu'elle est linéaire. Et alors, je n'ai pas expliqué pourquoi. Pourquoi ça tend vers 0 à N? Eh bien, parce que A est un élément de L1. Dire qu'il est dans L1, ça veut dire la suite des modules sigma de AN converge.
Et puisqu'elles convergent, le terme général tend vers 0. Ce terme général, module de AN. Et donc AN tout court tend vers 0 également. Voilà. Alors j'ai expliqué pourquoi 0 égale 0, parce qu'elle est linéaire. Et donc nous avons montré que EN tend vers la forme linéaire nulle 0. Mais EN ne converge pas en norme. En effet, puisque j'ai dit que EN c'est l'élément qui est la suite dont tous les termes sont nuls, il n'y a que le terme 1 qui se trouve au rang petit n, xn égale 1. Donc la norme sup de l'infini des composantes, des modules des composantes, c'est 1. Donc, alors maintenant, je justifie pourquoi elles ne convergent pas. Si elles convergeaient vers un élément x de ces 0, on aurait forcément x égale 0. Pourquoi? Parce que si elles convergeaient vers x, L de En, la convergence faible, serait aussi vers le même x. Donc, il n'y a pas de solution que x égale 0. D'une part. D'autre part, puisque norme de En égale 1, si En convergeait vers x, ça c'est une convergence en norme, alors norme de xn convergerait vers norme de x. Or, on a dit que x égale 0. Donc, on aurait impossible 0 égale à 1. Donc, x égale 0 et norme de x égale 1. C'est absurde. Et donc, nous avons montré que n converge faiblement vers la suite nulle, mais ne converge pas du tout. Donc, voilà l'exemple que vous pouvez regarder sur L2 qui dit le même résultat. En converge vers 0, mais la suite En ne converge pas. Alors maintenant, pour le point C, qu'est-ce que c'est que le point C dans la proposition? La convergence faible est équivalente à la convergence en norme dans un espace de dimension finie. Alors je prends un espace de dimension finie, muni d'une norme, sans spécifier la norme. On sait que toutes les normes sont équivalentes, mais ce n'est pas quelque chose qui va jouer dans la démonstration que je fais. Alors, E est dimension finie, par conséquent, algébriquement, il a une base dans E, une base finie, epsilon 1 jusqu'à epsilon p, où p est la dimension de E. Donc, quel que soit x appartenant à E, on peut écrire x dans cette base, sigma de xi, ei, i égale 1 jusqu'à p, où xi sont les composantes de x dans cette base. Alors maintenant, supposons que xn, qu'est-ce qui nous reste? De montrer que la convergence faible implique la convergence aux normes, dans le cas de E de dimension finie. Donc je prends une suite xn qui converge faiblement vers nx. Alors xn, là on a une suite de suite. Xn lui-même c'est un élément de ces... pardon, c'est pas une suite, je m'excuse. Xn est un élément de E, donc il va s'exprimer dans cette écriture. Donc xn, alors c'est pourquoi j'ai mis le n en haut pour l'indice, pour ne pas confondre avec les composantes que j'ai mis en bas. Donc xn, ce sera sigma de i égale 1 jusqu'à p, grand xni, epsilon i, voilà l'écriture dans la base, ici de E. Même chose pour sa limite faible, son écriture dans la base de E. Maintenant, je vais considérer des formes linéaires et utiliser la définition de la convergence faible. Les formes linéaires que j'utilise particulièrement, ce sont les projections canoniques associées à cette base. Autrement dit, cette forme linéaire, que je note epsilon i', c'est celle qui associe à un élément x la composante xi. Appartenant au corps, bon, quand je dis rien, donc c'est C, bon, en général ça marche de la même chose si c'était R. Donc cette epsilon' i, c'est une application qui a x écrit sous cette forme, associe ça, im composante dans la base. Alors je vais vous dire que les epsilon i sont des éléments de prime, et là je devrais écrire les epsilon prime. Mais attention, ce sont des éléments du dual. Ou bien j'aurais pu écrire les epsilon. Bon, c'est ça. J'ai oublié ça. Je vais le corriger tout de suite si vous me permettez un instant. Voilà, j'ai corrigé. Donc ici, c'est les epsilon prime de i. Les epsilon prime de i, c'est-à-dire ce qu'on vient de définir comme enfin, les formes linéaires canoniques qui sont continues, sont des éléments du dual.
Et même chacune d'elles a la norme 1. Ça, c'est un exercice facile à démontrer. Il suffit de remarquer que epsilon i de EI égale à 1. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, puisque ce sont des formes linéaires et que xn tend vers x, alors epsilon prime i de xn, qui est quoi? C'est la composante numéro i de la suite xn. Donc, va tendre vers epsilon prime i de la limite x, c'est-à-dire la composante xi. Donc on a xi converge vers xi. Maintenant, considérons la norme de xn moins x. Donc, d'après leur écriture, on peut mettre en facteur y, donc c'est sigma de les composantes entre parenthèses xni moins xi, donc, que multiplie ei. Puisque c'est une somme finie, hein, c'est inférieur à la somme, c'est les propriétés de la valeur absolue, du module, pardon, de la norme plus précisément. La norme est inférieure à la norme, à sigma des normes de ce qui est à l'intérieur. Mais la norme de ce qui est à l'intérieur, vous pouvez faire sortir le module de xni moins xi parce que c'est un scalaire et multiplier par la norme epsilon i. Alors maintenant, ceci tend vers 0. Pourquoi? Parce que les epsilon i, c'est des nombres fixés. Chaque terme ici tend vers 0. Parce qu'on vient de démontrer que xni tend vers xi. Chacun tend vers 0. Multiplié par un nombre ne change pas, qui ne contient pas le n ici. Donc ça tend vers 0. Une somme finie de suite qui tend vers 0, Et ainsi, nous avons démontré que pour toute norme, la norme de xn moins x tend vers 0 et on a bien la convergence de la suite xn en norme, avec l'hypothèse seulement xn converge faiblement vers un x de E. Alors donc, nous avons terminé cette proposition. Alors maintenant, nous avons une dernière proposition sur l'espace C de AB des suites, pardon, C de AB des fonctions continues sur l'intervalle AB. Bon, on peut le considérer sur R ou sur C, peu importe, c'est pas grave. Alors, si je prends une suite qui converge faiblement, alors, elle est uniformément bornée, je vais expliquer ce que ça veut dire, et converge ponctuellement pour tout t. C'est-à-dire pour tout t, j'ai limite de fn de t égale f de t, avec l'hypothèse seulement de fn converge faiblement. Alors, uniformément borné, ça veut dire, alors puisque ici, d'abord, c'est quoi la norme dans C de AB? C'est la norme de la convergence uniforme. Pour un f dans C de AB, sa norme, c'est sup de f de t en module lorsque t décrit l'intervalle AB. Alors, quand je dis fn uniformément borné, ça veut dire que norme de fn, cette norme sup de fn, pour tous les n, est inférieure à une constante déterminée. Norme de fn, l'infini, inférieure à c. Et ceci, ça vient de la proposition 1 où nous avons dit que si fn converge faiblement, comme c'est le cas ici, alors norme de fn est majorée. C'est la proposition numéro 1. Revenez en arrière, vous allez voir ça. Bon, maintenant, reste à montrer la convergence ponctuelle. Ça. Donc, je prends un t fixé dans AB, dans C, qu'est-ce que j'ai dit? C, un fixé dans AB, pas dans C de AB. Tn un réel. Donc, je dois encore corriger. Donc, je veux montrer cette propriété pour un t quelconque dans AB. Donc, je prends un t dans AB fixé et je définis la forme linéaire L de t par L sur, évidemment, C de AB par Lt d'une fonction f égale f de t. Ceci, c'est clairement linéaire et que c'est continu parce que vous avez le module de Lt de f. Je vous rappelle que Lt de f est un élément du corps C. Hein? Donc Lt de ou bien R, comme ça dépend de ce que vous avez ici, espace sur R ou sur C. Donc le module ici est égal à f de t est inférieur à norme de f. F de t est inférieur sup de f de x quand x décrit AB. Donc c'est inférieur. Cette inégalité plus la continuité de la linéarité qui est évidente
nous permet de dire qu'elle est un élément dual de C de AB. C'est-à-dire une forme linéaire sur C de AB. Puisque Fn est une suite de fonctions qui convergent faiblement vers F, alors on aura Lt de Fn qui converge vers Lt de F. Or, Lt de Fn, comme la définition le dit, c'est Fn de t, et Lt de F, c'est F de t. Donc, on a la convergence que l'on souhaite. Ça termine donc la proposition, et je crois que ça termine aussi cette partie du cours. Alors, ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie où nous allons voir des notions nouvelles. La continuité faible, ça veut dire continue faiblement pour une application linéaire, l'équivalence entre continuité en norme et continuité faible pour un opérateur T, entre deux espaces de Banach, suite faiblement de Cauchy, espace faiblement séquentiellement de Cauchy, on va donner les définitions, et on va voir une proposition ou deux sur la réflexivité et les suites faiblement de Cauchy. Ensuite, on va corriger un exercice qui est en relation avec la convergence faible et les opérateurs compacts. Alors voilà, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Et merci de votre attention et de votre fidélité. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.